Que tu as faite la dernière fois, elle a moyennement marché sur YouTube, mais sur TikTok, elle a fait pas mal. Hein. Ah bon? C'est bien, c'est bien. 36 000 vues, il y a eu. C'est énorme. Hein. Ouais. Donc je te suis derrière. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Ouais. Oui, donc j'ai pris en Asie. Salut. Non, 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 non. Salut, ça va. Il paraît que le son n'est pas très bon sur mes vidéos. Il s'appelle Bilal. Oui, bon, ça dépend, il y a des moments, oui, mais ça dépend des moments. Ouais, quand il y a du vent, c'est un peu limite. Alors, je suis allé au cimetière, parce que moi, comme toi, j'aime beaucoup les cimetières. Ouais. Je suis allé au cimetière de Passy, à Paris, place du Trocadéro. J'y avais été une fois, mais ce qui m'avait manqué, je n'avais pas vu la tombe de Ferlandel. Hein. Ah. Il y a plein. C'est un cimetière où sont enterrés beaucoup de vieilles familles bourgeoises parisiennes ou de vieilles familles aristocratiques parisiennes. Il y a des monuments funéraires magnifiques, mais qui, par moments, ils tombent presque en lambeaux. Bon, c'est un cimetière magnifique. Il y a aussi quelques artistes connus, hein, François Perrier qui sont enterrés là-bas. Il y a Lynn Renault, la future tombe, monument funéraire pour Lynn Renault est déjà préparée. Hein. Il y a un ancien président de la République, Alexandre Mitterrand. Bref, je voulais voir la tombe de Ferlandel. J'ai eu du mal à la trouver, mais je l'ai trouvée. Elle est division 1. Quand tu es dans l'entrée principale du cimetière, c'est au fond à gauche. Alors c'est vrai que il n'est pas enterré tout seul, Ferlandel. Hein. Il y a aussi plusieurs membres de sa famille. Hein. Alors, la question est, comment se fait-il que Ferlandel soit enterré dans ce cimetière-là? Hein? Bon, la réponse c'est qu'il vivait à Nufoche à Paris. Mais enfin, son pays de cœur, c'était évidemment la Provence et Carry-le-Rouet. Alors, il y a des rumeurs qui circulent depuis très très longtemps qu'on va rapatrier la tombe de Ferlandel dans le cimetière, au cimetière de Carry-le-Rouet. Parce que pour la France entière, Ferlandel, c'est Carry-le-Rouet, où il avait sa résidence secondaire, qui était vraiment son... Ah, il aurait été bien aussi à Saint-Pierre. Hein. Bon, Donc voilà, donc, mais apparemment ses enfants sont morts depuis très longtemps, ses petits-enfants, je ne sais même pas s'il les a connus, donc il y a de grandes chances que la tombe de Ferlandel reste au cimetière de Passy, place du Trocadéro. Tu te demandes qu'est-ce qu'il fout là, parce que Ferlandel pour nous c'est le soleil, c'est Marseille, c'est la Provence. Hein. Il était originaire de Carry-le-Rouet. Mais bon, il vivait pas loin, avenue Foch. Voilà. Mais a priori, on lui avait détecté sur la fin une maladie, mais lui, il ne le savait pas, on lui avait caché la vérité de sa maladie. Oui, parce que c'était une autre époque. Le mot cancer était tabou. Hein. Moi, j'ai quelqu'un de ma famille en 1974 qui est mort du cancer, mais il ne l'a pas su, on lui cachait la vérité. Hein. Ça paraît incroyable maintenant, où les médecins, je l'ai vu, lâchent le mot cancer pour rien. Dès que tu as quelque chose, il y a une suspicion de cancer. Moi, j'ai eu chez des personnes autour de moi, ils avaient... 2 personnes, ils ont fait une embolie pulmonaire, on leur a dit suspicion de cancer, parce que le cancer peut provoquer des embolies pulmonaires, mais c'est pas la seule raison, et pour les 2 personnes que j'ai connues, c'était pas un cancer finalement. Voilà, mais dans les hôpitaux, ils prennent plus de gants maintenant. Hein. Mais donc, pendant très longtemps, c'était un mot tabou cancer, on n'osait pas le prononcer dans les familles, on n'osait pas le dire aux personnes qui avaient véritablement un cancer. Donc Ferlandel, on lui a caché son cancer jusqu'au bout. On a dit qu'il avait une pleurésie. On a fait passer ça pour une pleurésie. On a fait la même chose avec François Mitterrand. Hein. Ah ben lui il savait qu'il lui, il savait, lui. Lui il savait, la France entière. Ah pardon, il nous a cassé sa fille pendant 20 ans. Mais c'est Mitterrand qui nous a caché, mais il était au courant, lui. Hein. Un président de la République, tu ne vas pas le cacher sur l'état de santé quand même. Mais donc Ferlandel, ça paraît incroyable maintenant, en 2025, mais on lui a caché son cancer. Sa famille, les médecins, c'est la famille qui a demandé aux médecins de ne pas lui dire. À l'époque, c'était un mot tabou, cancer. On ne prononçait pas le mot cancer. À l'époque, tu sais que tu avais un cancer, tu avais de grandes chances de mourir. Maintenant, on a fait beaucoup de progrès au niveau de la guérison des cancers. Hein. Bon, mais donc voilà, on lui a caché à Ferlandel qu'il avait un cancer. Il a cru qu'il avait une pleurésie. Voilà. Voilà, donc, le mot cancer, ça a été remplacé depuis après 2 ans là, par Gazaoui, des Palestiniens, et musulmans. Quand tu dis musulman, c'est un cancer en fait, selon certains. Voilà, ça a été remplacé par ça. Donc maintenant, quand on dit un Gazaoui, c'est vraiment le cancer. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est Mayer Habib. Hein. Ouais. Bah oui, c'est devenu des mots qu'on n'ose plus prononcer, quoi. Hein. Avant, cancer, on n'osait pas le dire. Hein. Maintenant, les médecins te balancent ça à tout bout de champ, suspicion de cancer, alors que des fois, il n'y a même pas de cancer. Voilà. Donc, oui, on se demande qu'est-ce qu'il fout là, Ferlandel, dans ce cimetière complètement anonyme de Paris, place du Trocadéro. Il serait mieux chez lui à Carry-le-Rouet, parce que pour la France entière, Ferlandel, c'était le soleil, l'accent de la Provence, Marseille. Hein. Bon, bref. Et tu sais d'où vient son nom Fernandel?
Je l'ai su, mais je m'en souviens plus. Moi, je l'ai su, enfin, non, je le sais. C'est en fait, sa mère a été une artiste, Ouais. et en fait, on disait c'est le Fernandel. Mm. Et a priori, elle était assez toxique vis-à-vis de lui, quoi. Ouais. Mais bon, ça, c'est. Mais enfin, Fernandel, il a tourné énormément de navets, de daubes. Hein. C'était pas quelqu'un de très sympathique, d'après ce que j'ai entendu dire. Contrairement à Bourvil, qui était très gentil. Mais, Qui est mort aussi d'un cancer. Oui, très jeune, Ouais. même pas 60 ans, quelle horreur. Ouais. À la fin de sa vie, il Ah, il disait... est mort jeune, Fernandel. Ah bah, Fernandel, il a dû mourir dans les 70 ans. Il n'est pas mort très Il est vieux. pas jeune. Bourvil est mort avant 60 ans. Il chante bien ou pas? Hein Il chante bien. Les deux chantaient. Bah Ah. oui, C'était bien. mais c'était Il veut dire bien Le ou pas? tango corse de Fernandel. c'est bon, ça, Ouais. Félicie Ouais. aussi. Ouais. Mais les deux, c'était des comiques troupiers, ils savaient tout faire. Ils savaient Ah, donc c'était un- chanter, jouer la comédie, même danser. Il dansait un peu, Bourvil. Il a fait des comédies musicales. Ils savaient tout faire. Ils avaient commencé par le cabaret, la dure école, la dure école du spectacle. Le cabaret devant des gens qui bouffaient et tout. C'est dur. C'est vrai que Fernandel, il empoignait la foule, disons, il savait la tenir. C'était quoi. un immense comédien, mais il a tourné beaucoup de navets et beaucoup pour le pognon. Il était obsédé par le pognon, Fernandel. Il n'était pas très sympathique. Mais la deuxième partie, après les films de Pagnol, où il était majestueux, magnifique, après-guerre, il a tourné beaucoup de navets. Et heureusement, il y a eu La Vache et le Prisonnier d'Henri Verneuil, qui est un très grand film, à la fin des années 50. Alors, qu'est-ce qu'il a tourné comme Donc daube. Camillo, quand même, c'était pas si cool que ça. Oh, Non, ça oui, ça encore, c'était... Non, ça allait, ça. Hmm. Dans un certain esprit, ça allait. Alors, tu as beaucoup de films de Fernandel dans les années 50-60, c'est des daubes. Ouais. Ouais. Mais bon, c'était un immense comédien, bien sûr. C'est pas elle, c'est elle. Hein C'est elle, Sandrine Rousseau, là-bas. Ah oui, ça lui ressemble. C'est elle. Ça lui- Sandrine Rousseau, Sandrine Rousseau. Ça lui ressemble, ouais. Il y a Sandrine Rousseau dans le coin. Oh bah J'irai j'irai pas. Normalement, il est toujours accompagné avec quelqu'un. Avec son... C'est celle qui est. Elle c'est est la- là, ouais, je crois que là, elle lui ressemble. Mais Elle lui bon. ressemble, mais je sais pas si c'est Attends, on va voir, c'est elle ou pas. Elle est un peu esselée quand même. Après, Ouais, je sais c'est pas. la Sandrine Ah, c'est la Rousseau, dame quoi. qui a les cheveux blancs, c'est ça qui s'approche de nous là, qui nous regarde de haut. Non, c'est pas elle. Ah. Elle lui Donc, ressemble. alors ça c'est la sosie, enfin c'est le, qu'on appelle ça là, Le ventre de Sandrine Rousseau. alors c'est pas Sandrine Rousseau alors. C'est Sandrine tout court. C'est son clone là. C'est Sandrine. Ouais. Sandrine Gris. Sandrine par Rousseau alors. Sandrine par Rousseau. Alors Fredo, Ouais. je suis en train de lire un livre Ouais. d'un journaliste américain qui s'appelait Pierre Salinger. Il a été très très connu pendant les décennies, mais aujourd'hui bien oublié. Il est décédé en 2004, grand journaliste américain. Et là, dans ce bouquin, qui est un roman, il y a quelques pages très dures sur la réalité de la résistance française pendant la dernière guerre et le rôle de la police française pendant l'occupation. Alors je vais te présenter Pierre Salinger. Il a été Montre par là aussi. très connu pendant des années. Alors c'était il a fait beaucoup de choses. Il était de mère française et de père américain. Il a fait la Deuxième Guerre mondiale. Il a combattu pour les marines américaines. La marine américaine pour la Deuxième Guerre mondiale. Il a reçu une médaille pour sa bravoure. Donc il a combattu pour la Deuxième Guerre mondiale. Et après, il a fait une carrière de journaliste. Et surtout, il était très proche du clan Kennedy. Il a été porte-parole du président Kennedy durant toute sa présidence. Et après la présidence Kennedy, quand Kennedy a été assassiné, en novembre 1963, il a été pendant plusieurs mois porte-parole de la présidence de Johnson, celui qui a succédé à Kennedy, qui était son vice-président. Et au bout de quelques mois, il a arrêté parce que il était trop démoralisé, il avait plus le moral après la mort de Kennedy. Il était très lié au clan Kennedy. Et en 1968, il a été directeur de campagne de Robert Kennedy, le frère. Et il était à quelques mètres de lui à Los Angeles en 68 quand il a été assassiné. Donc Pierre Salinger était un grand journaliste américain, très proche des démocrates, très proche du clan Kennedy, journaliste, écrivain. Il finit sa vie en France, dans le Luberon, magnifique Luberon. Il avait un mât provençal dans le Luberon. Il est mort à Cavaillon, dans le Luberon. Et il a voulu que son cercueil soit rapatrié aux États-Unis, dans le cimetière d'Arlington, où est enterré Kennedy, son idole Kennedy. Tout ça pour te dire que c'était un grand intellectuel, un grand journaliste américain qui adorait la France. Donc, je précise qu'il adorait la France tellement qu'il s'est marié avec une Française. Son dernier mariage, c'est avec une Française. Il aimait beaucoup les femmes. Et il est mort en France, dans son bas provençal. Alors voilà, c'est que... Et il était de père juif, important, de père juif et de mère catholique. Il a écrit quelques mots dans ce bouquin qui est un roman, mais il fait un aparté sur la réalité de la résistance française
pendant la Seconde Guerre mondiale et le rôle de la police française pendant la Seconde Guerre mondiale qu'on n'évoque jamais dans les médias, très curieusement. Voilà ce que dit Pierre Salinger, qui était un immense journaliste, décédé en 2004. La résistance était l'un des grands mythes de la politique française contemporaine. Des centaines d'élus et de candidats aux affaires publiques qui n'avaient jamais résisté à quoi que ce fût arboraient fièrement des médailles. En vérité, des millions de Français étaient restés passifs devant l'invasion allemande et avaient suivi avec amertume l'effondrement de l'armée française. Les communistes targuaient d'être entrés dans la clandestinité dès le début de l'invasion allemande. En réalité, ils avaient collaboré avec les Allemands aussi longtemps qu'avait duré le pacte germano-soviétique. Leur résistance datait du jour où les Allemands avaient envahi la Russie. Pire encore avait été la complaisance de nombreux Français face à l'acharnement des nazis contre les Juifs. Ainsi, écoute ce que dit Pierre Salinger, 90% des Juifs déportés dans les camps de concentration avaient été arrêtés par la police française. C'est à la demande du Premier ministre du gouvernement de Vichy que les Allemands avaient déporté des enfants juifs. 3000 Juifs étaient morts à Vichy, où il n'y avait pourtant pas d'Allemands. Ces faits, les manuels d'histoire ne les mentionnaient que très peu. Telle fut pourtant la réalité. Voilà. Donc voilà, c'est la réalité de... Bon, il y a eu des vrais résistants dès le début de la guerre, mais ils n'étaient pas nombreux. L'immense majorité de la population française s'est tue. Comme des gens de ma famille, je les ai connus, ces gens-là, qui avaient 25 ou 30 ans. Je les ai connus, les gens de ma famille, qui avaient 25 ou 30 ans au début de la guerre. Je les ai connus dans mon enfance, dans mon adolescence. Aucun n'avait été un résistant. Hein. Aucun n'avait été... Un grand merci à Mirani, un grand merci à Nadia Mirani. Ce que tu m'as dit, ça vient d'être confirmé. Donc les Français sont des lâches, les Français sont des prêtres, des traîtres. Les Français sont des dénonciateurs. Ils ferment leur gueule. Donc, la police... Sur la picouse, sur plein de trucs. Là, c'est pas moi qui le dis, c'est... Regarde, c'est marqué là. C'est marqué là. Hein. Pierre Salinger. Voilà, un Américain. Donc, Un Américain et la rave l'horreur de la rave du Veldiv, qui est la plus grande horreur de l'histoire de France avec la Saint-Barthélemy, c'est la police française à 100%. Les Allemands n'y sont pour rien. Hein. La rafle du Veldiv, tous ces Juifs, comme ils ont été 13 000 qui ont été déportés au Vélodrome d'hiver, c'est les policiers français qui ont été les chercher chez eux, ces hommes, ces femmes, ces enfants. C'est pas les Allemands. Et à la fin de la guerre, il n'y a eu aucune sanction contre la police française. Aucune sanction. Ils auraient dû tous être licenciés et repartir avec une autre police. C'est dégueulasse ce qui s'est passé. C'est vrai qu'ils ont créé un mythe de la France résistante. Mais il y a eu... Est-ce que ça a quelqu'un, ça? Mais il y a eu des vrais résistants héroïques. Beaucoup sont morts torturés ou sous plateau d'exécution en chantant la Marseillaise. Il y a eu des vrais résistants, les premiers, de 40, 41, 42. Il y a eu des vrais résistants, ils n'étaient pas nombreux. Rappelons-nous quand même de ce qui s'est passé pendant le Covid. Et toutes les personnes voilà, qui montaient leur place. C'est exactement ça, ce que je viens de dire là. Ce que je viens de dire, les propos de Nadia, c'est exactement ça. Regarde, dans le Covid, il y a des gens qui ont fermé leur gueule. Nous, on était en train de ramasser 135 € d'amende. Eux, ils ferment leur gueule. Ils ramènent leurs enfants à la picouse. Ils ferment le masque. Moi, beaucoup de gens nous ont insultés parce qu'on portait le masque. On ne portait pas le masque. Et voilà, regardez là. Donc ça veut dire ça. Est-ce que c'est la marque des fabriques des Français, hein? Moi, je suis français, mais je n'ai pas à cracher sur le français. Mais ça, c'est des réalités. C'est pas moi qui le dis. C'est écrit par un grand journaliste américain, Pierre Salinger, décédé en 2004. Et c'était pas n'importe qui. Il a un sacré pédigré. Grand combattant avec la marine américaine pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ensuite, très proche du clan Kennedy, porte-parole de Kennedy. Quelques mois porte-parole de la présidence Johnson. Grand journaliste pendant des décennies, écrivain. Grand amoureux de la France. Il est mort en France, d'ailleurs, tellement qu'il aimait la France. Donc, c'est pas écrit par un opposant de la France ou par un pilier de bistrot. Hein. Pierre Salinger, sous la réalité de la résistance française et sur le rôle de la police française pendant l'occupation. Et quel pays a réellement résisté aux Allemands quand ils étaient occupés? Oui, parce que, disons, on peut dire les Français sont des veaux, des moutons. Mais la Russie. Ah oui, mais ils n'étaient pas occupés par les Allemands. Non, mais si, ils étaient envahis. Ils étaient en guerre. Avec Staline, ils n'avaient pas le choix. Oui, c'est sûr qu'ils avaient pire de l'autre côté. Ils ne pouvaient pas reculer, sinon, ils les fusillaient. Monique, explique. Mais... Dis, arrêtez de te mélanger. Explique-moi, Monique, explique. Tu n'es pas avec nous, donc on ne peut pas faire un débat avec toi. Si tu nous dis arrête de mélanger, qu'est-ce qu'elle dit, on est en train juste de donner un point de vue d'un mec qui dit que les Français, il y a une partie qui est lâche. Les Français sont plus ou moins lâches. C'est ce qu'il y a. Après, ce qui a été écrit, c'est que 90% des Juifs déportés avaient été amenés par la police française. Après, c'est pas les Français, c'est la police. C'est pas les Français. Tu avais un Juif à côté de toi, tu allé le dénoncer. Ce que dit Pierre Salinger, qui n'était pas n'importe qui,
90% des Juifs déportés dans les camps de concentration avaient été arrêtés par la police française. Voilà ce que dit Pierre Saint-Michel. Voilà, donc après dire ce sont tous les Après, Français. mais après, maintenant, il faut voir si c'est vrai ou pas vrai. Les Français n'étaient quand même pas tous antisémites. Ils étaient maréchalistes parce qu'ils avaient ils respectaient le maréchal Pétain, ou du moins au départ de la guerre, parce que c'était le vainqueur de Verdun. C'était très fort dans l'esprit, le cœur des Français de la guerre 14-18. Hein. Mais après, ils se sont rendus compte que c'était un gouvernement de collaboration, de la botte des Allemands, avec les horreurs, et qu'ils appliquaient les horreurs demandées par les Allemands. Mais ils ont fait beaucoup d'initiatives. Hein. L'administration française et la police française a pris beaucoup d'initiatives hein, par rapport aux recommandations des Allemands. Voilà, c'était une belle façon. Nous-mêmes, si on avait vécu durant cette époque-là, je ne sais pas comment on se serait comporté non plus. Hein. Oui, justement, voilà, c'est ce que j'allais dire. Il faut dire ça aussi. C'est beau de critiquer de loin quand on prend du recul, mais imagine si tu étais là-bas, tu as des enfants. Bah oui, tu risques ta peau, la peau des tiens, tu as des enfants, tu as un travail, il faut bouffer. C'est pas évident de partir en clandestin. Il y a de la propagande en plus à 100%. Au risque d'être dénoncé par des voisins. C'était pas BFM à l'époque. Il n'y avait pas les réseaux sociaux à l'époque. C'était Radio Paris quoi à l'époque. Donc c'est pas évident, hein. Mais qu'est-ce qu'on aurait fait nous? Est-ce que tu peux me parler un petit peu de Pétain et Général de Gaulle? Moi, d'après ce que j'ai étudié, d'après ce que j'ai compris, c'est qu'en fait, ils ont quand même un point commun. Ils ont un point commun. Même si la méthode n'est pas la même, ça veut dire qu'ils veulent une reconnaissance au niveau de la société, au niveau du pouvoir. Ça n'a pas de pouvoir. Est-ce que tu peux faire une comparaison entre Pétain et Général de Gaulle? On ne peut pas comparer les deux hommes. C'est vrai que... C'était deux militaires. Oui, deux militaires. Général de Gaulle a été le l'aide de camp de Pétain. Hein. Au départ de sa carrière militaire, il n'y a pas de point commun, il n'y a pas un dénominateur en commun. C'est-à-dire que comment dirais-je, leurs chemins se sont séparés dans les années 30. Déjà, ça a commencé dans les années 30 parce que De Gaulle, au lieu de fermer sa bouche, pour avoir de l'avancement, comme font tous les militaires, il l'ouvrait, lui. Il disait que la France n'était pas du tout préparée à la future guerre qui s'annonçait. Parce que nous, on était toujours dans les préconisations du général Gamelin, qui racontait les conneries, qu'on avait la meilleure armée du monde, qu'on était protégé par la ligne Maginot. Lui, il disait que la future guerre, c'était une guerre de mouvement. Une guerre de mouvement entre les forces terrestres et l'aviation. C'était une guerre mécanique de mouvement. Tandis que le précepte de l'armée française, c'était encore la guerre de tranchées de 14-18. Hein. Voilà. Donc, il était mis de côté, le général de Gaulle, dans les années 30. Il attendait sa première barrette de général, qu'il a eu très très tard, parce que, tout simplement, il ne fermait pas sa bouche. Il écrivait des bouquins, il disait des choses qui ne plaisaient pas du tout à l'armée française. Et là, au début de la guerre, après, ils se sont complètement séparés, parce que Pétain, lui, s'est engagé dans une politique d'armistice, une politique de collaboration avec les Allemands, avec l'envahisseur allemand, tandis que Pétain, tandis que De Gaulle, lui, était pour l'affrontement, hein, pour la résistance. C'est pour ça qu'il est parti en Angleterre. Qui, à ton avis, aimait beaucoup plus la France, parmi les deux là? Qui aimait beaucoup plus la France? Parce qu'on peut être facho et aimer la France. Ça veut dire, en fait, ils sont quand même... comment dire, ils sont dans leur idée, là, ils sont dans le monde, ça veut dire ils sont dans sa bulle. Parce que Pétain, il était dans sa bulle. Donc on peut croire qu'il aimait la France à travers son De Gaulle, lui, il incarnait la France. Pour lui, il incarnait la France, il adorait la France. Hein. Pétain, est-ce qu'il aimait la France, Pétain? Je pourrais... Sans doute qu'il devait aimer la France. Voilà, c'est ça, de son point de vue. De son point de vue. Mais De Gaulle, évidemment, adorait la France. Il se prenait pour l'incarnation de la France, pour la succession des grands personnages historiques. Il croyait à l'Europe aussi. Il ne faut pas oublier qu'au niveau de l'Europe, il venait l'Europe. Il croyait que la destinée, on dira Dieu, que la destinée l'avait mis sur terre pour défendre la France, voilà. Ah, tu es beau habillé aujourd'hui, tu es bien habillé aujourd'hui. Comme tous les jours, je cherche pas à quoi. À l'armée ou quoi? Ouais. Salut. Il a un pantalon d'armée, lui. Mais c'est une époque terrible, l'époque de l'occupation, la Deuxième Guerre mondiale. Je crois qu'on n'en aura jamais fini avec cette époque-là. On n'en aura jamais fini avec Pétain. C'est ce qu'avait dit De Gaulle quand il avait appris la mort de Pétain dans les années 50. Il a dit on n'en aura jamais fini avec Pétain. On n'en aura jamais fini avec cette époque de l'histoire de France. On a du mal à comprendre ce qui s'est passé et comment un pays a pu s'effondrer aussi rapidement, alors qu'on était censé quand même avoir la meilleure armée du monde, hein, d'après le général Gamelin. Donc on n'en aura jamais fini avec cette époque-là. Jamais. C'est comme Napoléon, on n'en aura jamais fini avec Napoléon, on n'en aura jamais fini avec la Deuxième Guerre mondiale. Et est-ce qu'on en aura fini avec la prochaine guerre?
On s'en va là, hein. C'est bon. Ah ouais, ça, Attends, ils une sont dernière bons. question. On passe de Coca Light. On passe Du de Coca Light, s'il toi vous plaît. Je passe de Coca Light. Bon, c'est quoi de l'IA? Ah ben il y a beaucoup de débats sur l'IA. Hein. Bah, ça a des côtés effrayants, évidemment, la surveillance de la population, le contrôle de la population, hein, par l'IA, par la reconnaissance faciale, partout, par la monnaie numérique, par beaucoup de choses. C'est terrible, l'IA. Maintenant, l'hôpital utilise l'IA pour faire, par exemple, des opérations. Mais ça a des côtés aussi, des bons côtés en matière de médecine, de chirurgie. Hein. Mais l'IA remplacera l'humain, c'est tout. Mais c'est vrai que Ça, c'est l'avenir, quoi. Mais c'est vrai que dans plus en plus de médecine, Voilà, et tu dirais dans les années qui viennent, l'IA. Ouais. Allez, on rejoint Ah non, le moi je camarade. rejoins